Les thérapies cognitives et comportementales. On en parle de plus en plus en France ces dernières années. Et enfin, si j'ose dire, parce que nous avons un retard considérable sur le reste du monde. Mais force est de constater que ces principes fondamentaux restent encore assez impénétrables pour le public. En effet, en France, la psychanalyse occupe encore largement le champ des représentations en matière de santé mentale. Quels sont les fondamentaux des thérapies comportementales et cognitives? Existe-t-il des principes scientifiques opérationnalisables en matière de santé mentale? Quelle relation les TCC entretiennent-ils avec la médication? Est-il possible de guérir d'un trouble mental indépendamment de la prise de médicaments? Contrairement au dogme, la science, elle avance, elle évolue en permanence. Le corpus scientifique des TCC évolue-t-il? Et si oui, dans quelle direction? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir d'inviter sur ce plateau 4 éminents représentants de l'AFTCC, l'Association française des thérapies cognitives et comportementales. Stacy Callahan, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes professeure des universités en psychopathologie, vous êtes également ancienne présidente de l'AFTCC et auteure d'ouvrages en psychologie. Émeric Languerrand, vous êtes psychologue et psychothérapeute, vous êtes rattaché à l'hôpital Sainte-Anne et vous êtes praticien et superviseur en TCC. Frédéric Chapelle, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, vous êtes également enseignant en faculté de psychologie et de médecine et ancien président de l'AFTCC. Didier Pleu, vous êtes docteur en psychologie clinique, spécialisé en psychothérapie cognitive et comportementale et auteur de nombreux ouvrages de psychologie. Je vous propose de commencer en fait par faire un panorama synthétique de la spécificité des TCC. Quels sont les principes fondamentaux d'une thérapie TCC? Je pense qu'il est important de se souvenir que le modèle qu'on utilise en TCC, c'est un modèle d'apprentissage. L'être humain est fait pour apprendre. Donc, depuis la naissance, on est constamment en train d'apprendre, d'absorber, d'imaginer. Mais le problème, c'est que vous commencez avec un tout petit bébé et arrivé à l'âge adulte, le cerveau change, les capacités cérébrales changent. Et donc, l'apprentissage peut être bon et moins adapté par des moments. Donc, ce modèle d'apprentissage, c'est vraiment la germe en TCC qui nous guide. C'est qu'est-ce qu'on a appris qui fait qu'on continue à fonctionner comme ça. De quoi souffre-t-on fondamentalement et pourquoi? C'est du nid d'adaptation? Si on creuse un petit peu le cerveau, on peut compter 3 grandes manifestations du cerveau. Les émotions, on ne contrôle pas. Les émotions arrivent, on les ressentit. Le comportement. Là, malgré ce qu'on peut imaginer, on contrôle notre comportement. On peut décider d'agir d'une manière ou d'une autre. Et entre les deux, on a les conditions, les pensées. Et là, on peut contrôler plus ou moins bien, mais les pensées, pour nous, ça représente souvent la réalité. Alors, ce n'est pas du tout réel, c'est ce qu'on pense. Ce n'est pas la représentation de ce qui se passe réellement dans le monde. Donc, on prend ces 3 manifestations, on essaie de regarder la relation entre les 3 et comprendre comment l'individu a associé, appris à comprendre son monde à partir de ce qu'il pense, ce qu'il ressent et comment il agit. Et ça, au sein d'un modèle qui est très simple, l'environnement, l'individu avec tout ce qu'il a à l'intérieur, et le comportement qui manifeste dans les environnements particuliers. Mais tout ça, il faut revenir à la notion d'apprentissage, d'association. Qu'est-ce qu'on a associé pour que ça se manifeste toujours de cette manière? Quelles sont les choses qu'on a mis en place dans le cerveau pour dire « je suis triste quand je vois ma maman, je suis contente quand je vais à l'école, je suis fâchée quand je vois un collègue X ». Tout ça, c'est des associations qu'on fait et ça, c'est l'apprentissage. Point. Il n'y a pas d'autre chose. C'est tout simple, mais le truc, c'est que l'être humain est complexe. Donc, on ajoute notre propre sauce et ça le rend difficile. La science de l'apprentissage, c'est la science du comportement. C'est ça, fondamentalement. En fait, quand on parle de schémas qui ne fonctionnaient pas dans l'enfance, ou plutôt qui fonctionnaient dans l'enfance et qui ne fonctionnent plus à l'âge adulte, on a un peu tendance à se projeter dans l'idée d'une maltraitance ou de « voilà, on nous a fait quelque chose ». Mais en fait, ça fonctionne pour tout le monde, en fait. Il faut toujours faire attention avec la notion de comportement parce qu'on a toujours en tête le comportement moteur, alors qu'il y a aussi des comportements de pensée. Ouais. Et puis, quand on parle de comportement, c'est souvent parce que c'est l'objet qu'on va pouvoir le plus simplement observer. Donc on parle de thérapie comportementale, mais ça ne veut pas dire que le travail dans la thérapie va être centré sur le comportement des personnes. On va peut-être travailler essentiellement, par exemple, sur des pensées, sur des mécanismes de pensée. Mais observer les mécanismes de pensée, c'est assez compliqué. Et souvent, ce qu'on va pouvoir observer, c'est le résultat dans le comportement. Vous voyez, si on prend quelque chose de simple comme une phobie de l'avion, par exemple, ce qu'on va pouvoir observer dans le traitement, c'est est-ce que finalement, au bout du compte,
Le comportement de la personne change quand elle est dans la situation de l'avion. Mais peut-être que ce sur quoi on va travailler avec la personne, ça va être son système émotionnel, sa manière d'être en rapport à son système émotionnel, sa manière de gérer un certain nombre de pensées qui vont peut-être survenir et l'assaillir dans certaines situations et modifier ou agir sur son comportement. Et c'est pas tellement sur le comportement qu'on va agir. On va pas lui apprendre à prendre un billet d'avion, par exemple. Vous voyez. Donc, mais c'est vraiment, effectivement, le comportement, c'est quand même l'excellent baromètre pour voir s'il y a une évolution dans la situation. Et c'est souvent aussi ce pourquoi les personnes viennent consulter, c'est qu'elles sont en difficulté dans un certain contexte parce qu'elles n'arrivent pas ou elles ont un comportement qui leur pose problème ou elles n'arrivent pas à mettre le comportement qu'elles voudraient mettre en œuvre. Et comme vous l'avez dit, le comportement, c'est pas le comportement moteur. Je pense qu'on peut définir, commencer par définir aussi que les pensées, les émotions sont dans un registre comportemental. Bien sûr, le comportement, on a des comportements de pensée, on a des manières de penser. Vous voyez, donc ça, ce sont des comportements qu'on va dire des comportements cognitifs. Et on peut avoir appris des comportements de pensée qui sont pas adaptés, qui ont pu être éventuellement adaptés à un moment et qui ne sont pas adaptés à une situation du quotidien actuel. En fait, on n'a pas de mauvais comportements. On va beaucoup s'intéresser actuellement, on s'intéresse beaucoup aux processus. On essaye d'aborder les troubles en termes de processus. On s'aperçoit qu'on a des processus qui sont très, très, très efficaces et que le problème, c'est pas le processus. C'est est-ce qu'il est adapté, est-ce qu'il me permet de réaliser ce que je souhaite réaliser et d'avancer dans mon épanouissement. Et un processus qui peut être très utile, comme par exemple l'évitement, pour éviter un danger. Vous voyez, j'approche de la falaise, je fais un mouvement et j'évite d'aller... c'est un processus qui est intéressant. La peur va déclencher un processus d'évitement. Mais ce processus-là d'évitement va être délétère si c'est l'étudiant qui, au moment où il arrive pour passer son oral, a la même sensation de peur et là, cette fois-ci, évite d'aller faire l'oral. Donc en fait, on ne va pas avoir une taxinomie comme ça des mauvais comportements, des bons comportements. On va plutôt essayer de comprendre comment la personne fonctionne, comment elle a appris à fonctionner d'une manière qui finalement produit pour elle de la souffrance, parce que c'est quand même ça l'aiguillon finalement de ce qu'on va chercher à faire, pour voir un peu ensuite, une fois qu'on a compris ça, qu'on a fait cette analyse de son fonctionnement, voir finalement sur quoi on va agir. Est-ce qu'on va travailler plus sur ses pensées, sur sa manière de gérer ses émotions, son comportement, les trois à la fois? Et on a plusieurs directions possibles pour construire à ce moment-là le programme thérapeutique. Ce qu'on observe souvent en définitive, c'est la finalité. Quand la personne vient nous voir, on la voit avec une phobie, avec une peur, des angoisses, mais il y a tout un tas de processus qui sont mis en place de façon très précoce. Dès la petite enfance, on va acquérir des comportements plus ou moins spécifiques. Alors après, il y a des choses qui se sont de façon automatique. Quand vous marchez dans la rue, vous ne vous posez pas la question de savoir comment vous allez faire pour avancer. Vous avez acquis un comportement qui est devenu complètement automatisé, qui est enregistré dans une partie du cerveau, dans la mémoire, et qui va pouvoir se faire automatiquement. Eh bien, on a tout un tas de processus comme ça, d'association, comme disait le professeur Callahan tout à l'heure, qui se mettent en place de façon très précoce et qui vont ensuite se maintenir dans le temps. Et à l'âge adulte, ou même à l'adolescence, on va avoir des comportements qui ne sont plus adaptés, alors qu'ils ont pu être adaptés à un moment donné dans l'enfance. Par exemple. Oui, vous disiez tout à l'heure, Sophie, vous parliez des schémas précoces, etc. Il n'y a pas de déterminisme, et c'est là qu'on reprend ce que disait Stacy, c'est-à-dire on est dans une notion de réapprendre les choses. Oui, on est victime de synthèse émotionnelle quand on est petit. Si maman m'a traité je ne sais quoi, il peut traîner ça jusqu'à l'âge adulte. Mais dans les approches cognitivo-comportementales, justement, quand il y a un nouvel activateur qui fait que le schéma est automatique, comment ça se fait que mon enseignante m'évalue mal, on va le désapprendre, ça. C'est-à-dire, on va bien prendre conscience que c'est une synthèse émotionnelle, elle n'était pas pensée. Et contrairement à la psychanalyse, justement, c'est fixé, c'est ancré, tout vient de là. Non, j'ai appris des choses, j'ai mal interprété les choses, ou peut-être bien interprété émotionnellement, mais je peux remettre ça en cause. C'est ce qu'on appelle la dispute, et c'est ça l'approche cognitive à l'âge adulte. Est-ce que je peux penser différemment la situation, même si j'accepte qu'il y a eu des ancrages, des empreintes, des difficultés? Mais je vais relativiser et ouvrir ma pensée. Oui, si je suis mal évalué, on parle de mon comportement et pas de moi-même, même si le schéma reste là. Et c'est tout ça l'histoire de l'apprentissage. Je peux désapprendre, déconstruire et reconstruire. Et c'est ce que propose l'approche cognitivo-comportementale. Je crois que pour aller dans ce que dit Didier Pleu, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a appris des comportements
Et si ces comportements ne sont pas adaptés, ou ces fonctionnements, comportements de processus de pensée aussi, s'ils ne sont pas adaptés, on va chercher à trouver des processus qui seront plus adaptés. Donc on parlera beaucoup d'apprentissage parce qu'on passe notre vie à apprendre. À tous les âges de la vie, nous allons continuer à apprendre. Et donc on ne va pas chercher à annihiler quelque chose qui s'est mis en place à un moment donné, on ne va pas pouvoir puisque c'est ancré dans la mémoire, mais on va essayer de mettre en place d'autres processus qui vont être beaucoup plus fonctionnels, qui vont permettre à l'individu de pouvoir continuer à exercer dans la société. J'allais dire fonctionnel, parce qu'il y a vraiment, est-ce que ça marche? Est-ce que Ça. ça fonctionne? Il y a une Et fonction puis que on ça se rend fonctionne. compte souvent en thérapie que ça ne fonctionne plus. C'est ce que tu disais, j'applique cette règle depuis un moment et maintenant je vois que ça ne fonctionne plus. Oui, et la notion d'apprentissage, alors souvent on pense à apprentissage volontaire, on pense à l'apprentissage quand on est dans une salle de cours, mais il y a aussi l'apprentissage involontaire, et puis il y a l'apprentissage social, il y a différentes formes d'apprentissage. Et ce qui fait la richesse de l'humain par rapport à d'autres espèces, c'est qu'on a une diversité d'apprentissage et qu'on a aussi, surtout, une capacité d'apprentissage qui est énorme. Si on regarde bien notre quotidien, l'essentiel de tout ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est des choses qu'on a apprises. On a appris à manger, à tenir une fourchette, on a appris à écrire, on a appris à utiliser son corps d'une certaine manière et ainsi de suite. Et finalement, on passe notre journée à utiliser tous ces apprentissages. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut apprendre jusqu'à la dernière minute de sa vie. Et on peut aussi, malgré soi, apprendre de mauvaises choses, de mauvaises stratégies. Tout à fait. Il y a la notion d'évitement, enfin, c'est expliquer que l'évitement expérientiel, en fait, ou même l'évitement tout court, peut créer des phobies. Enfin, c'est toute cette démarche. J'aime beaucoup cette phrase qui résume un peu les TCC, c'est considérer le patient non pas comme malade ni cassé, mais prisonnier d'un contexte. Il faut prendre en compte 3 dimensions. Il y a le biologique, et il y a des facteurs de vulnérabilité, et ça c'est un élément qui est à prendre en compte. Quand on fait 1m20 ou quand on fait 2 mètres, c'est pas la même situation. Quand on a une vulnérabilité par rapport aux addictions, c'est pas la même situation. Après, il y a un contexte, il y a un environnement. Alors l'environnement, c'est l'environnement évidemment dans lequel on a été élevé, l'éducation, mais c'est aussi les expériences de vie. On n'est pas tous exposés aux mêmes situations. Et puis après, il y a la dimension psychologique avec tout ce qu'on va apprendre et puis comment on va être en rapport par rapport à son propre fonctionnement et ainsi de suite. Et donc c'est ces 3 dimensions-là en permanence qu'il faut articuler. Et avec des facteurs sur lesquels on n'a pas forcément de prise. Alors les TCC, on va essayer d'aider parfois des personnes à faire avec leur biologique, et à faire aussi avec un contexte et un environnement, et à apprendre à gérer différemment un environnement. Ce sont fondamentalement des thérapies du changement. Ce sont des thérapies du changement. Il faut voir les pathologies psychiatriques comme n'importe quelle pathologie de l'organisme. Par exemple, on peut parler du diabète. Le diabète, puis il peut y avoir effectivement des prédispositions génétiques, des facteurs qui vont intervenir sur le plan biologique aussi, qui vont permettre de comprendre que ça va apparaître à un moment ou à un autre. Et bien sur le plan psychiatrique, c'est pareil. On considère de plus en plus qu'effectivement, il y a des prédispositions qui vont être présentes et qui vont faire qu'un individu va, peut-être suite à un événement particulier, dans son environnement qui va survenir, déclencher une phobie, par exemple. Donc ce sont ces éléments-là, et je crois qu'il faut vraiment ramener les pathologies psychiatriques que nous prenons en charge comme n'importe quelle pathologie qui peut survenir sur un organisme. De même manière, tu as parlé au début, Sophie, de la notion de guérir. Je pense que remettre en remission. Mettre en remission, c'est plus adapté. C'est-à-dire que un problème psychiatrique, une maladie mentale va pas se guérir, on va le mettre en remission. Et par des moments, on doit contrôler que ce ne soit pas, par des moments contexte, des moments de vie, etc., que ça flambe pas, que ça repose plus de problèmes. Donc ça veut dire que le symptôme ne se déplace pas ? Est-ce qu'il est possible, en fait, mais c'est ça fondamentalement le point de rupture par rapport aux présentations qu'on a. On peut guérir vraiment d'un trouble mental, indépendamment des prédispositions, des facteurs de fragilité qui peuvent être neurodéveloppementales ou autres chez une personne. Moi, je vais dire que non, le symptôme ne se déplace pas, mais le changement est profond. Le changement n'est pas superficiel. Comme Didier Pleu a dit tout à l'heure, le changement va s'opérer à un niveau très approfondi où l'individu va arrêter de fonctionner avec les mêmes règles, les mêmes schémas qu'il avait il y a 10, 15, 20, 40 ans. Notre mentor aux États-Unis, Albert Ellis, parlait de changement philosophique radical. C'est-à-dire la philosophie de l'individu change. Et ça a une retombée sur tous les autres secteurs de la vie.
Avec l'apprentissage, on a un avantage fantastique, c'est qu'on ne désapprend pas. Et ce qu'on a appris, on ne le perd pas. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas désapprendre aux personnes. On va leur apprendre un nouvel apprentissage qui, éventuellement, va empêcher que l'apprentissage précédent se déclenche. Donc le changement qu'on va obtenir par l'apprentissage, et finalement, dans les TCC, la thérapie est une thérapie d'apprentissage. L'apprentissage qu'on va aider la personne à acquérir, à développer, cet apprentissage va perdurer comme tous les autres apprentissages. Simplement, il va empêcher que l'apprentissage précédent se déclenche. On a eu un bon exemple avec ça, avec les phobies de l'avion. Il y a eu les attentats du 11 septembre. Il y a eu aux États-Unis des personnes qui avaient fait des thérapies de phobie de l'avion avant les attentats du 11 septembre. Et on s'est aperçu qu'elles avaient beaucoup mieux géré cet événement-là et qu'il n'y avait pas eu de comportement ensuite d'évitement de l'avion, comme on a pu l'observer chez un certain nombre de personnes qui, après les attentats et après avoir vu des centaines de fois l'image des avions entrer dans les tours, ont développé une anxiété à l'idée de prendre l'avion. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce qu'elles avaient appris dans leur thérapie de phobie de l'avion, en fait, les a aidées ensuite à gérer cet événement-là. Donc on voit bien que la persistance de cet apprentissage qu'elles ont eu en thérapie a été utile pour continuer à avancer. C'était pas juste un effet comme ça qui était superficiel, au contraire, c'est un effet profond et qu'elles n'ont pas perdu, même face à un événement aussi traumatisant que celui-là. Ce sont des thérapies qui sont basées sur la parole, D'où le terme de psychothérapie. et sur des exercices concrets. On est vraiment dans l'ici et maintenant, on n'est pas dans la rumination du passé de qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce qu'on m'a pas fait, et pourquoi débusquer le trauma, machin truc. C'est vraiment vous êtes dans l'ici et maintenant et dans le concret. Est-ce qu'on peut expliquer ça, ces fondamentaux et donner des exemples, en fait, pour qu'on puisse avoir une représentation de comment ça se passe? Souvent, on pense outils. Voilà. Et on se dit, les TCC, c'est des outils. Et donc, on va penser à exercices comportementaux et ainsi de suite. Mais faire des exercices, c'est par exemple poser sa pensée et puis l'interroger, la disputer, comme on pourrait dire avec Albert Ellis. Ça va être ça un exercice, par exemple. Donc, on va prendre une pensée qui va ennuyer la personne, par exemple, et puis on va lui demander de l'écrire, et puis on va voir ensuite comment questionner cette pensée-là, voir si on pourrait avoir d'autres hypothèses, et d'un seul coup, on va aider la personne finalement à se détacher un peu de son système de pensée et à pouvoir interroger finalement son système de pensée, ce qu'elle ne fait pas forcément. Voilà, par exemple, un exercice qu'on peut faire. Alors après, il peut y avoir des exercices d'exposition, ça c'est un peu plus connu effectivement, où on va accompagner une personne à aller faire quelque chose qu'elle redoute de faire, et on va lui apprendre à aborder cette situation de manière différente. Donc ça peut être sur des phobies des transports par exemple, ou la difficulté d'aborder une personne par exemple, hein, et donc on va faire des exercices où on va l'accompagner pour apprendre à gérer différemment cette situation-là. Est-ce qu'on peut expliquer le principe sur quoi ça repose? C'est que l'exposition graduée. Alors oui, par exemple. Voilà, je pense que c'est important de rendre explicite ça, parce que pour vous c'est évident, mais... Par exemple, on va prendre quelqu'un qui souffrirait d'une agoraphobie. Une personne qui souffre d'agoraphobie, par exemple, va avoir du mal à pouvoir se rendre dans certains lieux. Par exemple, de descendre, prendre le métro ou même le bus parfois. Et donc, la situation la plus extrême pour elle serait peut-être d'être dans une rame de métro, par exemple, bondée au moment des heures de pointe. Eh bien, effectivement, on sait très bien que cette situation étant la plus angoissante pour la personne, dans laquelle elle pourrait faire une attaque de panique, par exemple, donc une très très forte crise d'angoisse, un majeur, eh bien, si on y va, on est sûr d'emblée qu'elle va faire une attaque de panique. Donc, c'est pas du tout ce qu'on va rechercher. Donc, on va plutôt avoir tendance à ce moment-là à essayer de comprendre quelles pourraient être les situations préalables vers lesquelles on pourrait aller plus progressivement. La première étape serait peut-être de simplement être sur le quai de la rame de métro, par exemple, de voir un peu les gens passer, de ne pas rentrer dans la rame de métro. Et puis, progressivement, de choisir un horaire où il y a pratiquement personne dans les rames de métro et que la personne puisse y rentrer. Il n'y a pas la notion de foule qui est présente. Alors, il peut y avoir une notion d'enfermement, mais la station de métro est assez courte. Donc, d'une station à une autre, il y a pour 30 secondes, parfois une minute. Donc, on sait que ça va être assez bref. La personne peut descendre, puis remonter, redescendre. Et on va progressivement augmenter les difficultés en augmentant, par exemple, l'heure à laquelle on va y aller avec plus de monde ou des temps de trajet beaucoup plus longs, par exemple. La finalité, là encore, c'est l'apprentissage. C'est d'essayer d'acquérir un nouveau comportement et de se rendre compte que dans cette situation, ce que l'on redoute, par exemple la grande crise d'angoisse, ne survient pas. Ce qu'on le redoute de pouvoir être en difficulté ne survient pas.
on va pas demander à la personne, on va pas dire à la personne, vous ne ferez plus jamais d'attaque de panique. C'est pas vrai. On va plutôt l'aider à apprendre à accepter que la plupart du temps, tout se passe bien et que parfois, il pourra malgré tout lui arriver une attaque de panique, mais qui ne sera pas obligatoirement dépendante de la situation dans laquelle elle se trouve. Et une petite dose d'inconfort, l'idée, c'est Oui, d'accepter une c'est ça. petite dose d'inconfort qui permet de augmenter son niveau de sensibilité pour finir par que ça devienne banal, en fait. Exactement. Et tout à l'heure, vous évoquiez le ici et maintenant. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que ce sont des thérapies de l'ici et maintenant parce qu'on reprend les situations du quotidien qui sont présentes. Mais on sait très bien qu'il y a des facteurs traumatiques qui peuvent exister auparavant. Et on va se rendre compte dans l'expérience clinique, quand on est avec nos patients, que quand ils évoquent les situations qu'ils redoutent aujourd'hui, eh bien, ils vont avoir un écho de situations du passé. Et ces situations qu'ils vont nous ramener, bien sûr qu'on va les travailler. On va aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est mis en place à ce moment-là, quelles sont les croyances qui se sont créées à ce moment-là, et qui font qu'aujourd'hui encore, ces croyances apprises continuent à persister 10 ans, 15 ans plus tard. Et donc, il va falloir que nous puissions travailler à la fois sur le plan comportemental, en pouvant les accompagner, effectivement, à reprendre place dans les transports en commun, par exemple, mais aussi en remettant en question les croyances, les mécanismes de pensée qu'ils ont pu mettre en place à ce moment-là. Et donc ça, c'est le dialogue socratique. En fait, je voudrais qu'on essaye d'incarner un petit peu comment ça se passe, parce que les TCC aujourd'hui, au niveau, par exemple, de l'analyse appliquée du comportement, comment on amène les enfants autistes vers le langage et la communication, je pense que ça, c'est assez ancré, en fait, dans la tête du public quand même en général. Ils ont compris un certain nombre de choses. La désensibilisation par rapport aux phobies, ça, c'est aussi quelque chose ce que vous venez d'expliquer, qui un petit peu connu, mais enfin, moins quand même, mais il y a quelques représentations là-dessus, mais par rapport à des patients, on va dire, ordinaires, comment on arrive à prendre de la distance avec ses pensées, ses ruminations et modifier son comportement, c'est le dialogue socratique. Est-ce qu'on peut donner des exemples, en fait? Le dialogue socratique, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'effectivement, l'apprentissage, c'est un phénomène d'habituation, hein, comme disait Frédéric, c'est un phobique, on va l'exposer gentiment, et puis il va voir à un moment donné qu'il se désensibilise, et par l'habitude, peut-être qu'il va accepter son déficit. Mais la dispute socratique, elle va plus loin, c'est vraiment la responsabilité. C'est ça qui est bien aussi dans les TCC, le patient est responsable. Alors c'est un moment difficile dans la thérapie, parce que c'est pas à cause de papa-maman, c'est lui qui va être responsable de ses synthèses de vie, de sa philosophie d'acceptation ou pas. Là, en ce moment, j'ai un patient qui est un grand procrastinateur. Donc, j'ai fait les premiers exercices comportementaux de lui montrer que quand il accepte une tâche frustrante, finalement, il a une estime de soi qui s'élève un peu après, il est beaucoup plus satisfait de lui, il comprend qu'il y a un hédonisme. Alors que, en général, si je prends une série, je fais n'importe quoi, immédiateté comme un grand bébé. Mais l'autre jour, il me dit, je commence à faire les exercices, je suis fier de moi, mais alors aujourd'hui, pas question de les faire parce que je m'engueule déjà avec ma femme, c'est pas terrible, les gamins. En gros, il est en train de me dire, je veux bien accepter votre histoire de frustration et de m'exposer et de vraiment me forcer à faire des choses, mais j'aimerais bien que ce soit dans un contexte favorable. C'est ça la dispute socratique. On va dire, c'est quoi alors, donc, votre philosophie de vie, c'est quoi vous? Il faut que tout aille bien pour que je me frustre. En gros, je vais faire du sport, je vais faire des trucs, mes dossiers en retard, si je m'entends bien avec ma femme, si le boulot est satisfaisant, s'il fait beau dehors, etc. Et c'est souvent ça qu'on va essayer non pas d'attaquer, mais de disputer. Se dire, mais si vous partez d'un principe comme ça, que vous avez construit enfance, adolescence, j'en sais rien, est-ce que ça marche? C'est votre moteur, ça. Si vous vous dites, je me lève le matin, je n'accepte la frustration de la réalité que si la réalité est sympathique avec moi, ça ne va pas marcher. Il n'est pas satisfait de la situation puisqu'il vient vous voir. Non, il n'est pas satisfait, mais il ne va pas remettre en cause ça. Ouais. Il accepte mes petits exercices en se disant, c'est sympa, oui, je me sens mieux quand je fais vos trucs, mais fondamentalement, il se dit, non, je n'accepte pas la frustration de la vie quand la vie est aussi dure. Ah bon, donc je refuse de faire mon sport, je refuse tout ça parce qu'il fait triste dehors et c'est l'hiver. C'est ça que je vais contester, qu'est-ce que c'est que cette perception de la vie qui vous empêche d'apprendre de nouvelles choses et de vous accommoder au réel? On va pas dire c'est bête de penser ça, on va dire c'est une pensée qui bloque tout le reste. Oui, il faut qu'il se rende compte qu'en fait, il est rigide, il est prisonnier d'un contexte extrêmement étroit qui l'empêche d'être lui-même, C'est ce qu'on en fait. appelle les cognitions irrationnelles. C'est-à-dire qu'il a fait lui-même des synthèses de vie, voilà comment la vie doit être, voilà comment il faut que je me comporte, et je n'accepte le traitement de mon thérapeute que si ça rentre dans mon cadre. Et nous, on va contester le cadre en disant, mais non, en tant qu'humain, on ne peut pas décider que la vie soit comme ci ou comme ça, ou que mon histoire ait été comme ça. C'est l'acceptation. Et l'acceptation, si vous êtes un procrastinateur, on passe par accepter que vous êtes un flemmard,
Et quand on est flemmard, est-ce qu'on est heureux? Non. Donc, je vous donne des méthodes pour l'être moins, être plus heureux. Mais par contre, sur le fond, comment je vais jouir de mon Alexandre le Bienheureux, j'ai envie de dire, et non pas Alexandre le Malheureux. Ne pas partir perdant, ouais. Voilà. Il y a une démarche que je trouve très intéressante aussi fondamentalement dans les TCC et qui est en rupture radicale avec l'enseignement de la psychanalyse. C'est la psychoéducation. En fait, c'est que les patients, est-ce qu'on peut dire que c'est la base en fait de votre travail, c'est d'expliquer aux patients quelle est sa problématique, après l'avoir découverte évidemment en dialogue avec cette personne. Pour se rapporter aux enfants, c'est la guidance parentale. On n'a plus les parents, l'ennemi tout craché avec lesquels il faut couper les liens, couper le cordon, les mettre à la plus grande distance possible, mais au contraire, enseigner quelque part aux parents le fonctionnement de leur enfant pour restaurer justement l'harmonie familiale et conforter la puissance éducatrice en fait des parents. Ce qui est assez surprenant, c'est que finalement à l'école, on va avoir de l'activité sportive. C'est obligatoire et tous les élèves doivent faire du sport. Bon. Et donc on va apprendre à utiliser son corps et on va pas apprendre à utiliser son esprit. Il y a des fondamentaux à connaître sur le système émotionnel, et aussi sur sa manière de penser. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? C'est un événement dans notre cerveau. Qu'est-ce que c'est? Tout ça ne va pas être enseigné. Donc les personnes ne vont pas apprendre en fait. Et donc souvent, on est en train de faire finalement un rattrapage de ce qui aurait dû être enseigné dès la plus tendre enfance. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment ça intervient? Quelle est la fonction des émotions? Vous voyez, un film comme Vice Versa, par exemple, a exposé tout ça. Et si déjà ces fondamentaux-là étaient connus, ça aiderait un peu plus les personnes. Donc souvent, ce travail-là qu'on fait, c'est un travail qui aurait dû être fait précédemment. Mais ce qu'on fait en psychothérapie maintenant, c'est ce qui se fait aussi dans la médecine somatique. C'est-à-dire que maintenant, on apprend à un patient qui a un diabète ce que c'est que le diabète, un patient qui souffre d'hypertension ce qu'est l'hypertension, pour lui apprendre justement à mieux gérer son trouble. Parce que finalement, c'est lui qui va passer le plus de temps à se prendre en charge. Hein. Et donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si j'explique à la personne comment elle fonctionne, je vais l'aider un peu plus facilement à voir comment agir et à comprendre aussi pourquoi on essaye d'agir par telle ou telle manière. Et parfois, ça veut dire aussi des fois, parce qu'on dit effectivement, l'ici et maintenant, on a l'impression que nous, tout ce qui a précédé, on s'en occupe pas. Mais on va regarder l'apprentissage, et dans l'apprentissage, la personne va comprendre finalement, et se dire, oui, c'est normal que je fonctionne comme ça, parce que finalement, j'ai toujours appris à fonctionner comme ça. Je répète des processus qui m'ont, des événements. Et donc, elle va les repérer aussi. Et on va avoir des choses très intéressantes. Peut-être que on va avoir un perfectionniste qui, d'un seul coup, parce qu'il va noter ses pensées, dans des situations où il se sent anxieux, parce qu'il a une présentation à faire, un PowerPoint ou une conférence ou une réunion qu'il prépare, et puis il va s'apercevoir qu'en notant ses pensées, comme il va les noter, il va les regarder, comme il va les regarder, il va se rendre compte peut-être que en fait, c'est exactement ce que me disait mon père, ma mère quand j'étais enfant. Donc ça nous intéresse aussi. Parce que là, il va découvrir qu'en fait, il a appris, sans le vouloir, par mimétisme, à avoir une certaine attitude et un certain comportement. Et maintenant, comme le disait Didier Pleu, sa responsabilité, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai appris ça, soit je reste dans mon apprentissage et je me dis, oui, mais c'est la faute de mes parents, j'ai eu des parents qui m'ont toujours dit ceci, cela, c'est pour ça que je suis... Ou soit il décide d'apprendre autre chose. Et d'apprendre à gérer cet apprentissage-là. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi la notion de ne pas se laisser piéger par le langage et par les ruminations incessantes? C'est un piège, les pensées. C'est un travail dessus, justement, d'arriver à les repérer. Beaucoup de patients, justement, ont ces préoccupations ou ces ruminations de façon très régulière, sans en avoir conscience. Et l'une des premières choses qu'on va devoir leur apprendre, c'est d'arriver à les repérer, et de se rendre compte qu'ils sont en train de ruminer, justement. Voilà, et de trouver après des stratégies pour refixer leur attention sur ce qu'ils sont en train de faire, par exemple. Donc d'avoir plutôt une conscience de l'instant présent, et ainsi de suite. Et donc prendre de la distance avec ses pensées, ne pas confondre les pensées et la réalité. Et puis aussi, ces ruminations, voir si elles sont pertinentes ou pas. Parce que si je rumine sur quelque chose sans chercher de solution, je continuerai à ruminer dessus. Alors qu'il y a peut-être des solutions à trouver. Donc là, on va pouvoir aborder toutes les résolutions de problèmes qu'on pourrait mettre en place pour accompagner les patients. Ce qui implique une grande directivité de la part du thérapeute. Et c'est souvent ce qui est contesté chez les gens d'obédience différente, surtout analytique. C'est-à-dire, eux vont dire c'est au patient de tout découvrir, de tout explorer et de prendre sa propre responsabilité. Et non pas une sorte de rôle de modèle de la part du thérapeute. Si, nous, je pense, ça dépend
les approches en TCC, bien sûr, mais on est très directif. C'est nous qui sommes chefs d'orchestre. C'est nous qui on va se permettre de faire du didactique, d'enseigner la biologie de la personne, d'essayer de pointer des choses peut-être dans son passé où il a construit des choses. C'est nous qui dirigeons l'affaire, parce qu'effectivement, le patient a des mécanismes de défense et lui, il va aller là où il veut aller. Donc là, effectivement, quelquefois, c'est contesté, mais c'est fondamental, cette approche. Écoutez, j'ai une hypothèse de travail, je ne dis pas que c'est une vérité, mais on va essayer de la vérifier ensemble. Mais en tout cas, c'est moi qui guide, c'est moi qui entreprends avec vous, c'est moi qui vais vous proposer des tâches comportementales. Et ça, c'est une partie absolument fondamentale, c'est-à-dire que le patient n'est pas tout seul, mais par contre, on travaille en termes d'hypothèses. Si ça ne marche pas, on prendra d'autres hypothèses. C'est pas un système rigide, mais il y a quelqu'un qui guide, qui est là, qui propose, qui enseigne, qui transmet. Il y a quelque chose qui n'est pas intrusif, qui est de l'ordre de l'accompagnement, mais d'un accompagnement fort. Nous sommes des thérapeutes, on n'est pas simplement des témoins de la souffrance. Ça veut dire aussi que vos patients peuvent être aussi mobilisés par des processus, on peut dire inconscients, même si ce n'est pas le même terme, mais des processus qui ne sont pas forcément conscients. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, l'inconscient. L'inconscient n'est pas un gros mot. L'inconscient existe. Non, mais c'est pas un inconscient freudien, mais ça veut dire que ce sont des processus non conscients. Mais c'est important de le dire. Mais on a évoqué tout à l'heure plein de différents moyens d'apprentissage. On apprend de manière latente aussi. C'est-à-dire que c'est une des grandes découvertes en apprentissage, était qu'on pouvait apprendre des choses et ça reste dans le cerveau et on l'utilise par la suite. Ça, c'était Tolman dans les années 30. C'est une manière de dire que le cerveau est constamment en train de travailler. Le cerveau, il va faire tous ces trucs un peu à notre insu. J'explique aux étudiants souvent par des processus, on a évoqué plusieurs processus physiques, somatiques. Par exemple, la pratique d'un instrument ou une pratique sportive. Souvent, on va se mettre à apprendre un morceau de piano et on arrête et bizarrement, le lendemain, on revient, on fait mieux. C'est parce que le cerveau a continué à travailler. Et c'est ça ce qu'on représente en TCC par l'inconscient. Oui, c'est pas un gros mot, mais en même temps, c'est quelque chose de scientifique. C'est quelque chose qu'on peut représenter par les processus cognitifs sous-jacents qui sont constamment en train de se faire. C'est ce qui nous permet de faire beaucoup de choses. Parce que si on était totalement conscient à 100% de chaque action, on pourrait faire 2-3 choses dans la journée et on serait épuisé. Et c'est justement le fait qu'on ait des processus comme ça, qui finalement sont un bas consommateur d'énergie, qui vont faire qu'on va pouvoir apprendre un certain nombre de choses. Et notre cerveau, en permanence, il collecte de l'information et il traite de l'information. C'est son rôle. Je vois souvent des patients qui arrivent à 30 ans et qui me disent « je comprends pas parce qu'à 20 ans, j'adorais prendre l'avion. Et là, maintenant, j'évite, je suis plus capable de le prendre. J'ai trop peur d'une catastrophe et ainsi de suite. » Et quand on regarde bien et qu'on regarde un peu leur histoire, on s'aperçoit finalement que leur cerveau a reçu beaucoup d'informations sur les catastrophes aériennes. Dès qu'il y a une catastrophe aérienne, ça fait la une des journaux. Quand il y a un accident de voiture, ça fait pas forcément la une des journaux. Donc, leur cerveau a passé son temps à collecter de l'information et à associer l'avion au danger. Et ça, c'est pas idiot qu'on ait ce mécanisme-là. Il peut être très utile. On n'a pas besoin de faire toutes les expériences pour connaître des dangers, heureusement. Mais le revers de la médaille, c'est comme ils ont eu peu d'expérience de l'avion, finalement, leur cerveau a passé plus de temps à entendre des informations sur les catastrophes aériennes qu'à vivre de bonnes expériences dans l'avion. C'est ça l'apprentissage. Et cet apprentissage-là, il n'est pas volontaire. Et c'est notre cerveau qui, en permanence, est en train de collecter de l'information, de la traiter et d'en tenir compte ensuite. C'est ce mécanisme permanent qui fait que le cerveau apprend tout le temps. Alors évidemment, ce processus-là, heureusement, il n'est pas totalement conscient, parce que sinon, si on était conscient à 100%, on serait complètement épuisé à la fin de la journée. Donc, quand on parle d'inconscient, on peut dire que oui, c'est des choses où on n'est pas conscient. Et souvent, notre travail, c'est de rendre conscient des choses qui n'étaient pas conscientes chez les personnes. Et justement, quand on va leur donner une feuille, on va leur faire prendre des notes, puis on va guider ces notes-là, parce que la guidance, effectivement, est essentielle. On va leur dire, voilà, vous allez noter par exemple les pensées que vous avez eues, voire même les images qui peuvent venir à votre esprit dans cette situation-là. Puis vous allez noter ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau physique, et puis vous allez regarder comment vous vous comportez, voire même un peu avant, comment vous avez commencé à anticiper la situation. Et on voit les patients qui regardent après la feuille et qui disent, mais
C'est incroyable, je ne m'étais pas rendu compte en fait que Comment tout ça des c'était en pensées train de se amènent des passer. comportements et des cercles vicieux et qui se retrouvent enfermés Et puis, dans des boîtes. Oui. c'est un véritable faux procès, cette histoire que les TCC n'accéderaient pas aux pensées inconscientes. On travaille constamment avec les pensées inconscientes. Dans la version ELIS des psychothérapies cognitives émotionnelles, par exemple, l'autre jour, j'étais en supervision avec une psy qui me dit « Oh, la dernière fois, vous m'avez fait une critique, j'avais l'impression de pas valoir grand-chose et j'ai mal pris ça. » Donc, on reprend l'activateur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au moment où on m'avait dit que c'était pas terrible ce que j'avais fait avec la patiente. Là, j'ai eu l'impression d'être très dévalorisé. Ça, c'est la pensée consciente. Et donc, je lui dis vraiment, quand je vous ai dit ça, je la remets aux émotions. Oui, quand moi m'avait dit ce terme-là, c'était pas très sympa. J'avais vraiment l'impression de pas être dans votre sympathique. Et là, je lui dis, ça vous rappelle quelque chose, ça? Oh, j'avais l'impression d'être une gamine de 5 ans. C'est-à-dire. Et là, elle me raconte, ma mère, elle avait un peu le même ton que vous. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'était radical, c'était pouf, vindicatif. J'avais pas l'impression de pouvoir dire un mot et je me sentais évalué globalement. Vous voyez, ça, c'est une pensée inconsciente et nous, on y accède à travers l'émotion. On remet la personne dans l'émotion chaude, c'est-à-dire que ça vous rappelle quoi? Elle nous dit ça. Mais par contre, on va pas rester là. Je lui dis pas vos sentiments actuels de dévalorisation viennent forcément de maman qui vous a mal évalué à 5 ans, mais vous avez fait une synthèse à ce moment-là. Que quand on me critique, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui n'a plus aucune valeur. Et c'est là que, en conscientisant ça, on va dire, mais oui, mais quand vous êtes devant votre superviseur, vous ressentez exactement la même chose. Un enfant peut pas se dire ma mère est très critique, mais je fais des cadeaux à ma grand-mère, je m'occupe du petit chien ou je sais pas trop quoi. Il ne peut pas relativiser. Mais un adulte peut se dire Pleu, il m'a critiqué, c'est sa façon de faire, il est un petit peu trop véhément, etc., pas très empathique. Mais ça n'enlève pas mes qualités de bonne épouse, de bonne mère, de je ne sais quoi, etc. Et c'est ça que l'adulte n'arrive pas à faire quand il est aux émotions. Il pense justement inconsciemment, mais il pense émotionnellement, subjectivement. Et la Donc de nous dire rumination. qu'on fait pas du tout un tour, mais si. Mais c'est pas l'inconscient freudien, c'est pas l'ennemi, c'est le processus inconscient de nos pensées qui font partie intégrante de nous, mais c'est pas un ennemi. C'est ce qui est enregistré dans la mémoire, en fait. Voilà. Ouais. Je voudrais qu'on aborde la question des médicaments. Quelle est la place spécifique de la médication dans les TCC? Parce qu'en fait, l'utilisation de ces thérapies permet à beaucoup de gens de se libérer de la place de la médication. La psychanalyse reste largement présente encore en France et on est l'un des pays les plus consommateurs de psychotropes et neuroleptiques. C'est un peu une conséquence en fait de ça. Mais pour autant, il n'y a pas non plus de relation duelle en fait du tout des TCC avec les médications. Parfois nécessaire, elle est parfois indispensable, oui. Elle permet à des tas de gens qui ont des pathologies chroniques de vivre. Quelle est la place justement qui n'est pas du tout polarisée en fait Non, pas des du tout. TCC Ça peut être avec tout la à fait médication complémentaire. Hein. Il y a des patients qui vont avoir beaucoup de mal à accéder à une psychothérapie. Soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce que c'est compliqué pour eux. Ça peut être extrêmement complexe. Donc le recours au traitement dans ces moments-là est absolument indispensable. Et puis après, on a des pathologies aussi qui sont parfois extrêmement lourdes et où on aura beau utiliser toute forme de psychothérapie, j'ai envie de dire, on n'arrivera pas à pouvoir guérir ces patients-là. On va souvent pouvoir les aider à s'améliorer, à avoir une meilleure qualité de vie, mais ils auront toujours cette difficulté-là et donc les traitements seront nécessaires. Après, il y a un travail absolument indispensable entre les traitements et les psychothérapies et les TCC, parce que les TCC vont permettre, la plupart du temps, de pouvoir réduire le traitement, voire même de les arrêter. De les supprimer. De les supprimer. Et puis, on va même au-delà, c'est-à-dire qu'on sait que malheureusement, certains patients vont utiliser certaines familles de médicaments, comme les benzodiazépines, par exemple, tous ces médicaments qu'on appelle le bromoazépam, le prazépam, le diazépam, qui sont des médicaments qui sont très utiles dans les crises d'angoisse, mais que malheureusement, les patients vont enregistrer comme « Tiens, j'ai eu une crise d'angoisse, j'ai pris ce médicament-là, je me suis senti mieux ». Ils vont se renforcer dans l'idée que dès que je vais faire un moment d'angoisse, je vais devoir prendre ce médicament-là pour aller mieux. Alors qu'en fait, l'apprentissage va être d'arriver à faire sans ces médicaments-là. Mais malheureusement, les patients deviennent dépendants à ces médicaments-là, qui entraînent une dépendance très forte. Et là aussi, on va utiliser les TCC justement pour arriver à ce que les patients se sevrent de ces médicaments-là, qui sont utiles par moment, mais qui sont devenus dangereux du fait de leur mésusage. Donc oui, il y a un intérêt. On sait aussi de façon très pertinente que l'action, par exemple si on prend le cas des antidépresseurs, qui agit principalement sur deux types de neurotransmetteurs, donc d'hormones cérébrales qui sont la sérotonine et la noradrénaline, et bien effectivement, les antidépresseurs vont permettre aux neurones d'avoir plus
ces hormones-là dans le cerveau, eh bien, certains travaux montrent qu'effectivement, les psychothérapies, les TCC notamment, vont aussi avoir le même mode d'action et de favoriser la réémergence de ces neurotransmetteurs. En gros, les molécules peuvent permettre d'éviter une crise, de gérer. Un patient n'est pas accessible à la psychothérapie s'il est dans un état de panique ou a envie de se suicider ou dans une situation de crise. Quand même, hein. Il peut y avoir quand même une approche qui peut se faire. Hein. Oui, mais effectivement, il faut d'abord gérer l'urgence et après ouais. essayer vraiment de l'apprendre à vraiment s'en passer le plus vite possible. Et voilà. Si on peut, bien sûr, il y a des fois Ne pas lutter contre pas. ses émotions, c'est Voilà. les termes que je cherchais. Non, voilà, mais alors vous avez raison. Effectivement, quand on a quelqu'un qui est en train, ce qu'on appelle nous, de faire une crise classique, une crise d'agitation majeure, malheureusement, parfois on n'a pas d'autre choix que de lui tomber dessus et de lui faire une injection pour pouvoir le calmer. Parce que la raison principale de ça, c'est qu'il faut avant tout essayer de le protéger contre lui-même, de ne pas se mettre en danger en se faisant du mal ou en faisant du mal aux autres. Donc il y a une nécessité absolue à ce moment-là de protection. Après, bien sûr, le but fondamental, c'est de faire en sorte de limiter au maximum la prise de médicaments. Mais on sait très bien qu'il y a des situations critiques sur lesquelles on ne pourra pas faire autrement. On en a absolument besoin. Il faut parfois parler de crise suicidaire. Parfois, on est obligé, effectivement, de réussir à calmer de façon très importante les patients qui paraissent complètement shootés, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on sait qu'il y a une période critique à passer. Une fois qu'on aura passé cette période critique-là, ils seront beaucoup plus accessibles, et notamment beaucoup plus accessibles à la psychothérapie. Il faut qu'on soit humble et pragmatique. L'enjeu, c'est d'accompagner la personne par rapport à sa souffrance. Donc on sait que les TCC, effectivement, ont un effet neurobiologique, on sait qu'il y a certains médicaments qui ont cet effet-là aussi. Donc après, des fois, ça va dépendre de la préférence aussi de la personne, qui est à prendre en compte aussi. Hein. Et puis ensuite, parfois des personnes vont commencer par un traitement antidépresseur parce qu'elles vont pas avoir envie de faire une psychothérapie, puis ensuite elles vont être un peu plus accessibles à l'idée de faire ce travail-là. Après, il y a des pathologies sur lesquelles même les TCC n'agissent pas, vous voyez, donc des troubles bipolaires, des troubles schizophréniques, on va pas pouvoir être uniquement sur une base TCC, et donc il va falloir s'articuler avec l'approche médicamenteuse. Mais peut-être qu'un jour, on aura des approches qui nous aideront un peu plus facilement, et on reste pragmatique et on fait évoluer les prises en charge aussi. Sur les TOC, par exemple, la stimulation cérébrale profonde, actuellement, donne des résultats très intéressants sur des TOC résistants. Pourtant, dans les TOC, il y a aussi les TCC. Donc, l'enjeu, c'est de voir un peu la stratégie qui va être le plus efficace. Et puis, on a des personnes, la majorité des personnes, elles ont souvent plusieurs difficultés en même temps. On n'est pas, à la FTCC, on aborde souvent les choses thématique par thématique, mais on dit toujours aux étudiants, attention, parce qu'ensuite, dans la vraie vie, ceux que vous voyez, c'est des personnes qui ont plusieurs troubles en même temps. Donc on fait des TCC, par exemple, avec des patients, ce que je fais à l'hôpital, avec des patients qui ont des troubles schizophréniques. Parce que quand on a un trouble schizophrénique, déjà il peut y avoir des symptômes résiduels, et les TCC peuvent nous aider à gérer ces symptômes résiduels, peut-être des idées de persécution qui vont quand même continuer à être présents. Et puis c'est pas parce qu'on a un trouble schizophrénique qu'on n'a pas le droit aussi d'être agoraphobe ou anxieux socialement. En plus, il y a toute la partie de l'estime de soi qu'il faut restituer et reconstruire dans des parcours comme cela. Donc c'est l'articulation de ces différentes formes de prise en charge qui vont être avec la personne, plutôt que d'opposer finalement une forme de prise en charge par rapport à une autre. On retrouve tout à fait cette notion-là dans toutes les pathologies, parce que là encore, il faut sortir simplement du contexte psychiatrique. Quand on a un patient, par exemple, qui est épileptique, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il apprenne à vivre avec sa maladie. On se retrouve dans le même contexte. Et ce qu'on va essayer de faire avec un patient qui est épileptique, donc on va reparler de psychoéducation, eh bien on va essayer d'apprendre à cette personne à gérer ces crises d'épilepsie, à aussi remarquer quels sont les facteurs qui vont pouvoir favoriser la survenue de ces crises d'épilepsie, hein, notamment de respecter son sommeil, par exemple, de limiter les facteurs de stress. Et on va faire pareil avec nos patients qui ont des pathologies psychiatriques. On va les aider aussi à accepter que certaines crises, notamment les attaques de panique, puissent survenir, et de voir comment ils peuvent gérer ça, quels sont les facteurs qui vont aussi pouvoir permettre la survenue. J'aimerais qu'on puisse parler de l'histoire des TCC. On parle des thérapies cognitives et comportementales. Le comportemental, le cognitif, il y a les 3 vagues des TCC. Est-ce qu'on peut faire un panorama? Parce qu'en plus, des fois, il arrive qu'on les oppose. Ces vagues, elles se complètent en fait, mutuellement. Elles se complètent, mais je veux dire, les détracteurs des TCC les opposent. Attends. J'ai l'impression que de dire déjà les TCC, c'est déjà... Parce qu'en fait, c'est juste l'histoire de la psychothérapie. Mais en fait, j'aurais pu commencer comme ça. C'est exact. Pourquoi parler des TCC, pas simplement de la psychologie, la psychiatrie fondée sur des preuves? Et dans les TCC, il y a plein de choses. Donc, c'est toute l'histoire de la psychothérapie qui s'est développée au XXe siècle.
on a commencé à sortir de l'aliénisme, on a commencé à s'intéresser à ce que pouvaient dire les personnes et à penser que, en abordant les situations avec les personnes, on a cheminé petit à petit avec les découvertes en biologie, les découvertes effectivement dans des aspects de comportement, et puis on s'est beaucoup intéressé à la communication aussi, au langage, comment on produit une information et ainsi de suite. On s'est intéressé au traitement de l'information. N'oublions pas que l'ordinateur, les origines de l'ordinateur, c'est quand même un travail justement sur comment on pense, qui a permis de faire émerger ces outils-là. Donc c'est en fait tout ça l'histoire des TCC, c'est l'histoire du XXe siècle et de la compréhension de plus en plus fine des mécanismes de fonctionnement humain. Alors pourquoi on dit cognitif et comportemental? Il y a une première vague comportementale, la science des apprentissages. Comment ça s'est passé? Au début, l'idée, c'était d'observer, de rendre compte de ce qui était observable, le comportement. Comme Émeric a dit tout à l'heure, on va souvent partir avec ce qu'on peut observer dans le comportement et on va revenir en arrière. Mais il y a un peu plus de 100 ans, au niveau scientifique, il y avait une envie de rester vraiment dans l'empirique, dans ce qui était observable. C'était la seule chose qui était quantifiable. Mais comme Émeric vient de dire, on a eu toute l'histoire du XXe siècle, mais on a eu l'autre dynamique opposée, c'est-à-dire le zeitgeist, l'effet de la société, les deux guerres mondiales, toutes les découvertes de la science qui ont fait qu'il fallait que les choses progressent à tous les niveaux. Donc ça, il y a un va-et-vient entre ce qui se passe en psychologie et ce qui se passe dans le monde en général, qui va faire progresser la psychologie en tant que science tout au long du XXe siècle. À partir des années 20, années 30, on se rend compte qu'il y a des trucs qui se passent dans le cerveau qu'on ne peut pas observer, mais on ne peut pas nier non plus. Mais il va falloir mettre en place d'abord la thérapie comportementale, c'est-à-dire tout ce qui était travail de phobie, de sensibilisation systématique, pour pouvoir arriver à dire il y a un truc cognitif. C'est Alice qui l'a dit, les années 50, il a dit, il ne pouvait pas nier, dans tout le travail comportemental qu'il faisait, qu'il y avait une partie émotionnelle, il y avait une partie cognitive qu'on ne pouvait pas ignorer. Donc petit à petit, on a ajouté les différents éléments. Parce que ce qui s'est passé au début, les comportementalistes, quand ils ont commencé à émerger, c'est surtout parce qu'à un moment donné, sur le plan psychologique, on s'est retrouvé bloqué pour comprendre les mécanismes de pensée. Donc, certains comportementalistes se sont dit, je ne sais pas exactement ce qui se passe au niveau de la tête, mais je vais d'abord essayer de regarder ce qui se passe au niveau des comportements. Et essayer de voir, voilà, ça ne voulait pas dire qu'il ne se passait rien dans le cerveau, qu'il n'y avait pas de pensée, mais comme on n'arrivait pas à y accéder, notamment il y avait toute une période où on essayait de faire ce qu'on appelait de l'introspection, d'essayer de réfléchir comment les pensées pouvaient se succéder, donc ce qui était complètement irréaliste, mais il fallait quand même l'expérimenter, donc se rendre compte que ça ne marchait pas. Eh bien, effectivement, ce champ de réflexion de comportementaliste est apparu en se disant, mais après tout, puisqu'on ne peut pas complètement savoir ce qui se passe au niveau du cerveau, rappelons qu'on n'avait pas les IRM, les scanners, tout un tas d'outils que nous avons et de moyens que nous avons aujourd'hui pour pouvoir explorer le cerveau. Donc il fallait bien réfléchir d'une autre manière. Donc les comportementalistes se sont dit, commençons par regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des comportements et est-ce qu'on peut modifier un certain nombre de choses. Et donc effectivement, le traitement des phobies, sur le plan purement comportemental, a pu apparaître à ce moment-là. Et puis comme l'a dit Stacy Callahan, les guerres mondiales ont eu aussi leur importance, puisque notamment la Deuxième Guerre mondiale, avec les traumatismes qui ont été présents, les syndromes de stress post-traumatique chez les militaires en particulier, et puis chez les civils qui ont été très touchés, eh bien, nous a amené à réfléchir un peu plus à quels étaient les éléments émotionnels, cognitifs et comportementaux qui se mettaient en place. Et l'émergence, peu de temps après, dans les années 50, des ordinateurs, a permis de venir un peu aussi renforcer la compréhension des mécanismes psychiques qui se mettaient en place à ce moment-là. Donc on a ce champ de courant des thérapies comportementales qui s'est fait dans un premier temps et qui a été complété progressivement par le champ des thérapies cognitives. Et puis effectivement, progressivement, comme le citait Stacy Callahan, avec Albert Ellis notamment, la compréhension des mécanismes émotionnels qui vont aussi intervenir à ce moment-là. Donc on pourrait dire presque thérapie comportementale et émotionnelle. Les TCC ne sont pas du tout des thérapies figées, dogmatiques, c'est-à-dire on tient compte aussi de toutes les découvertes actuelles. Par exemple, en neurosciences, moi je travaille beaucoup sur tout ce qui est psychoéducation avec les parents. À partir du moment où on sait maintenant que les neurosciences, qu'il y a ce fameux striatum qui est espèce de creuset de principe de plaisir chez l'être humain,
Alors, je ne sais pas si on a des striatomes différents, mais ce qui est sûr, on va tenir compte de cette histoire de l'humain a besoin de dopamine, de plaisir immédiat, etc. Il est branché pour ça depuis sa toute petite enfance. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'ajuster en hypothèse de travail. Et si on a inclué dans l'éducation un petit peu de frustration pour baisser la température de ce fameux striatome, on tient compte de tout ça. On s'accommode avec les nouvelles connaissances au fur et à mesure. C'est mouvant, et c'est ça qui est formidable. On parle de tas de vagues. Oui, il y a des tas de vagues parce qu'il y a des tas de connaissances en plus. Et c'est là qu'est la richesse des TCC. Et pour ça qu'on va faire vraiment du sur-mesure avec les patients. C'est-à-dire, il y en a qui ont besoin de relaxation, d'autres de méditation, d'autres d'acceptation, d'autres de philosophie, d'autres d'existentiel, d'autres d'accommodation, d'autres de comportemental pur et dur pour les symptômes. C'est large. Les TCC sont evidence-based. C'est-à-dire que ce sont des principes thérapeutiques qui sont fondés sur des preuves, sur des études qui ont été validées scientifiquement. Et elles évoluent aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a des insuffisances par rapport à certaines pathologies, donc il faut trouver d'autres stratégies. Est-ce qu'on peut aborder je pense que c'est fondamental parce que la propagande psychanalytique dit et affirme, et la plupart des étudiants aujourd'hui sont serinés encore de cette espèce de mantra que tout ce qui procède de l'esprit humain n'est pas quantifiable, n'est pas opérationnalisable, C'était le cas à l'époque. Il y a 100 ans, effectivement, on n'arrivait pas à le quantifier. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des éléments beaucoup plus précis qui nous permettent de voir qu'il y a des fonctionnements qui ont marché et d'autres qui ne vont pas marcher. On a une quantité impressionnante de recherches scientifiques sur les thérapies comportementales et cognitives notamment, qui montrent très clairement qu'il y a des améliorations nettes et que ce sont des thérapies qui fonctionnent. C'est evidence-based medicine, hein, donc ces preuves fondées, scientifiques, nous montrent, et on a toujours fonctionné comme ça. C'est le fonctionnement qu'on appelle empirique, c'est-à-dire que, effectivement, de façon empirique, on se dit peut-être que ceci, ça pourrait marcher. Et puis on arrive à progresser, on dit tiens, ça marche, on va essayer de faire comme ça, on va rajouter des choses. Et effectivement, c'est comme ça qu'on avance. On avance comme ça depuis la nuit des temps, j'ai presque envie de dire, et ça marche bien. Il y a quand même une posture qui est fondamentalement différente. La vôtre, en tant que thérapeute, vous n'êtes pas dans la toute-puissance de votre subjectivité. C'est la rupture fondamentale avec les psychanalystes où l'idée de co-création psychique avec le patient et que la toute-puissance de sa subjectivité permet d'affirmer tout et n'importe quoi. L'idée, c'est là, vous êtes dans une posture où on va tester, voir si ça marche. On a des hypothèses qui peuvent fonctionner, etc. Et après, on va s'appuyer sur des études et sur des démarches opérationnalisables pour... je ne suis pas tout puissant, en fait, dans mon appréhension du patient. Et si ça ne marche pas, c'est moi qui suis en cause en tant que thérapeute et pas le patient qui résiste. Exactement. On met en application de modèle, c'est-à-dire qu'on est dans une approche inspiré du modèle scientifique avec évaluation initiale, évaluation en cours de route, observation de l'efficacité, remise en cause de la stratégie si l'efficacité n'est pas présente. Donc on est en permanence en train de se re-questionner sur sa pratique et en train de chercher d'autres solutions qu'on peut mettre en œuvre. On voit des patients, par exemple, qui parfois ont eu des profils où on les a évalués comme étant psychotiques alors qu'en fait ils avaient un problème à la thyroïde. Donc en fait, dans notre travail, on passe notre temps en permanence à rajouter des éléments parce que qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui est en train de se passer, peut-être d'avoir une lumière sur une difficulté que rencontre un patient. Et on est sur des choses, et c'est là que c'est passionnant comme activité parce que ça bouge en permanence. Sur les émotions, par exemple, pendant longtemps, on a cru que dans la dépression, il y avait une diminution des émotions positives, que c'était la conséquence de la dépression et que c'était sur les pensées négatives qu'il fallait, par exemple, se concentrer. Et puis, à l'aube des années 2000, petit à petit, on a commencé à se dire, mais finalement, la dépression, c'est peut-être la diminution, la cause de la dépression, la diminution des émotions positives. Donc ma stratégie, ça va pas être de travailler sur les pensées négatives, ça va plutôt de renforcer les pensées positives. Donc oui, en permanence, on va intégrer de nouveaux éléments qui vont nous permettre d'aborder différemment un certain nombre de situations. Et c'est tout l'intérêt de notre travail, c'est que la science, toutes les recherches en biologie, en neurobiologie, toutes les recherches cognitives vont venir alimenter et nous proposer d'autres stratégies, d'autres solutions qui vont nous permettre d'aider des personnes qui pouvaient être en difficulté, en impasse thérapeutique, et qui là, d'un seul coup, on va pouvoir peut-être leur apporter quelque chose. Donc on va s'ajuster en permanence en fonction, et c'est ce qui va rendre et faire évoluer aussi notre... Pour aller vers le plus solide, c'est ça, l'idée que je voudrais faire émerger, c'est que cette remise en question, c'est pas une remise en question des fondamentaux et des principes, au contraire, ça va vers une solidification, au contraire, une recherche de certitude, de confortation des connaissances. Et on n'a rien à craindre d'une remise en cause, au contraire, c'est plutôt un enrichissement. Vous voyez, donc notre manière d'aborder les choses, c'est de se dire, jusqu'à aujourd'hui, ce que je fais là fonctionne,
Mais si demain, on me donne un autre élément, je vais intégrer ce nouvel élément et puis je ferai différemment. Si demain, par exemple, on arrive à avoir un outil de radiologie qui nous permet de voir de façon beaucoup plus fine ce qui se passe au niveau cérébral, on va peut-être se rendre compte que dans les TOC, il y a une participation au niveau neuroanatomique assez spécifique sur lequel il va falloir agir. Et peut-être qu'il faudra y agir de façon beaucoup plus technique. On parlait de stimulation cérébrale profonde, par exemple, qui pourrait être complétée par de la psychothérapie aussi associée. Et la posture du patient en psychothérapie, contrairement à la psychanalyse, il ne s'agit pas d'être passif. La psychanalyse, ça rend extrêmement passif, en fait. C'est la rumination incessante pendant des années sur le divan. Et là, au contraire, c'est d'apprendre, de changer complètement de posture et apprendre à être actif, acteur, à prendre conscience de ses schémas de pensée, de ses schémas comportementaux et à reprendre le contrôle de sa vie, en fait. Une chose qu'on a évoquée tous, plus ou moins de manière implicite, c'est que le travail en TCC est un travail de collaboration entre le patient et le psychothérapeute. Bon, on a été formés par Alice, toi et moi. L'idée, c'est que le psychologue vient avec ses expertises, ses connaissances, ses moyens, ses outils, ses méthodes, et le patient vient avec son problème, avec sa détresse, avec son vécu et tout le reste, et on se met ensemble pour travailler. Et c'est un travail très collaboratif. On ne va jamais mettre l'un ou l'autre en avant sur scène. Et je pense que ce qui est le plus étonnant pour les patients qui viennent, c'est qu'ils ne se sont pas remis en question, ils se sont validés dans les problèmes, ils se sont compris. Et cette collaboration, ça leur donne envie de travailler aussi. Ça leur donne envie de changer, d'aller vers quelque chose qui est meilleur. Et ils se rendent compte petit à petit, parfois, il y a des moments de creux où je retombe dans la même dépression, où je retombe dans la même phobie, parce que j'ai un moment de stress, comme tu as dit. Mais ils ressortent de tout ça en disant « Ah, mais la dernière fois, j'ai fait ceci et cela, je fais mieux, je m'adapte, je m'organise mieux la prochaine fois. » Souvent, les gens qui vivent avec la dépression sont frustrés d'avoir des épisodes à répétition. Malheureusement, ça fait partie de troubles dépressifs. Comme Didier Pleu a dit, s'ils peuvent accepter que ça fait partie de leur biologie, leur nature, etc., on peut leur apprendre que la prochaine fois, je vais redémarrer mes médicaments, je vais redémarrer la thérapie, je vais faire un peu plus de sport, les différentes choses qui m'aident à sortir la dépression. Mais je crois que c'est ça qui est mal compris dans la psychothérapie, surtout TCC, c'est que c'est un travail à deux, c'est une collaboration. Il y a aussi un point très important à bien saisir, c'est que quand on vit un traumatisme, par exemple, quand on déclenche une phobie, si par exemple on fait une attaque de panique alors qu'on est dans une rame de métro, par exemple, c'est une situation extrêmement traumatisante et le cerveau est fait pour repérer les choses qui sont dangereuses pour lui. Et donc, en repérant les choses qui sont dangereuses pour lui, il l'enregistre immédiatement, il va l'enregistrer et l'ancrer de façon très importante au niveau du cerveau. Et ça va se faire en une fois. D'accord ? Parce que le but, c'est quand même la protection de l'espèce et de faire en sorte que s'il y a quelque chose que je sens de dangereux qui apparaît, je dois l'enregistrer et le mémoriser pour pouvoir justement me protéger à la fois suivante. Et la difficulté que l'on va avoir en psychothérapie, c'est qu'on va devoir essayer de faire en sorte que la personne, non pas qu'elle oublie, parce qu'elle ne pourra pas l'oublier, mais qu'elle puisse vivre des situations similaires qui se passent bien. Et comme ces situations similaires qui se passent bien ne sont pas des situations qui habituellement vont déclencher des choses fortes, elles vont simplement faire des choses qui vont être moins intenses sur le niveau émotionnel, donc elles vont être moins facilement enregistrées, et donc il va falloir répéter de façon très fréquente les exercices pour que le cerveau vienne compenser une situation traumatique qui a été très fermement ancrée. Il va falloir 50, 100 fois mettre en place des situations dans lesquelles ça se passe bien pour compenser cette situation-là. De façon un peu schématique. Mais c'est aussi la grande difficulté des TCC, parce qu'effectivement, apprentissage, ça veut dire travail. Donc il y a beaucoup de gens qui vont être séduits par des approches où on leur promet par un tour de magie de retrouver le pourquoi du comment sans trop se fatiguer, quoi. Donc c'est vrai que c'est à nous aussi de dire aux patients, bien, c'est votre responsabilité, même s'il y a des tas de choses qui sont arrivées dans votre vie, même s'il y a des déterminismes biologiques, historiques, familiaux, c'est vous qui, à un moment donné, avec nos hypothèses de travail, allez être responsable de votre vie. C'est un travail où on les accompagne, comme dit Stécie, vous n'êtes pas tout seul, mais c'est un travail. Faut voir la souffrance que ça peut représenter pour les personnes. C'est aussi ça qui est difficile, et c'est compréhensible qu'elle soit dans une attente, vous voyez, et parce qu'elle a été construite aussi, cette attente-là. Mais vous voyez, par exemple, une personne qui souffre d'un sentiment d'abandon qui est très prononcé.
voyez. Et donc, elle se retrouve régulièrement dans des situations compliquées, elle envoie un message à l'être aimé et elle n'a pas de réponse. Et là, immédiatement, ça réveille une angoisse, mais une angoisse qui est massive, qui est terrible, vous voyez. Et on va lui apprendre à gérer cette situation-là. Et on va peut-être lui apprendre à s'apercevoir qu'elle a un schéma d'abandon, à voir comment il fonctionne, à voir comment elle doit gérer ce registre émotionnel, à voir finalement comment le comportement qu'elle peut avoir peut-être alimente aussi ce système d'abandon. Parce qu'elle est tellement dans la détresse que peut-être qu'elle va envoyer un message et puis se mettre à envoyer des tonnes de messages qui évidemment vont susciter éventuellement du rejet et de l'abandon en face. Donc c'est tout ça qu'on va décortiquer. La difficulté, c'est que sur une problématique comme ça, on va pas pouvoir aller un peu plus loin pour décrire la méthode, parce qu'il va falloir faire une analyse fonctionnelle pour essayer de comprendre comment elle a cette problématique d'abandon, elle, et pas la même que la personne que j'ai vue juste avant qui a aussi une problématique d'abandon. Et il y a un aspect très individuel dans l'approche des TCC, et d'où l'enjeu de l'analyse fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les sciences, on s'appuie sur le DSM, on s'appuie sur un certain nombre d'éléments et de critères qui nous aident à mieux comprendre la problématique de la personne, mais ensuite, on a tout un travail d'individualisation. Parce qu'un trouble panique, un trouble de la personnalité de type borderline ou une phobie de quelque chose, il n'y en a pas une pareille. Même si c'est la même étiquette, derrière, il va y avoir des apprentissages qui ne vont pas être les mêmes. Et qu'il va falloir que je trouve et que j'individualise pour que la stratégie soit adaptée thérapeutiquement. Ce sera le mot de la fin. Merci.